Bonjour, merci. Peut-être effectivement un premier mot juste pour se présenter, pour que vous puissiez savoir d'où on parle. Donc moi effectivement Thomas Macaluso, donc je travaille à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc je vais porter un petit peu la voix de la NCT et veuillez m'excuser du coup une voix un petit peu faible avec un rhume qui ne veut pas me laisser tranquille. Donc si vous entendez plus ma voix au bout d'un moment, c'est pas parce que l'AMU essaye de bâillonner ou de censurer un établissement public de l'État, mais c'est simplement parce que j'ai une extinction de voix. Voilà, donc du coup, effectivement, à NCT, donc moi je travaille plus précisément du coup au sein du programme Société numérique dans l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui pilote la politique publique nationale de l'inclusion numérique du gouvernement et qui est chargé également aussi d'accompagner les collectivités territoriales auprès des démarches notamment de développement de communs numériques et donc plus largement de ce que nous on appelle un développement du numérique d'intérêt général dans les politiques publiques. Et donc c'est à ce titre notamment qu'on travaille main dans la main et qu'on est accompagné par Innocube que Vincent représente ici. Donc je vais lui laisser la parole pour se présenter d'une part, pour d'autre part du coup amorcer aussi les propos qu'on veut vous partager ici et je reprendrai la parole dans un second temps. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc comme l'a rapidement introduit Thomas, nous travaillons Innocube et la NCT en lien étroit depuis presque 5 ans maintenant, je crois, au moins sur ces démarches de commun numérique et de collectivité territoriale. Pour présenter rapidement Innocube, c'est un cabinet de conseil en accompagnement de l'innovation ouverte, donc aussi bien historiquement les logiciels open source et plus généralement maintenant l'open data, l'open science et les communs numériques, donc autant de sujets qui intéressent l'enseignement supérieur et la recherche. À titre personnel, donc je suis juriste spécialisé sur les questions de propriété intellectuelle et notamment de gestion des écosystèmes ouverts et des communs numériques. Je suis également doctorant en convention CIFRE au sein d'Innocube, donc les questions qu'aborde l'AME et plus généralement tout l'enseignement supérieur et la recherche m'intéresse aussi de ce point de vue-là en tant qu'usager quelque part. Et donc, est-ce que je vous présente un petit peu toute la démarche des ateliers ? Ouais. Alors, c'est posé avec la NCT au début de l'année 2021 dans le cadre de l'animation éditoriale du site Laboratoire Société Numérique, qui est un peu je ne sais pas comment le présenter exactement, un site de vulgarisation, présentation des politiques. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est un site d'information et de réflexion. Donc, vous pouvez taper du coup dans votre barre de recherche si vous souhaitez labo.sociéténumérique.gouv.fr qui vise notamment à outiller les collectivités, plus largement du coup les acteurs locaux sur les démarches d'un développement d'un numérique d'intérêt général, donc inclusif, sobre, éthique, ouvert, etc. Et donc, vous pourrez retrouver les éléments qu'on va mentionner ici, que va mentionner notamment Vincent sur ce site. Voilà, merci. Et donc, dans cette démarche d'outillage des collectivités territoriales, notamment dans la structuration de projets de commun numérique, nous avons mené un rapide état des lieux des structures qui pourraient permettre de porter ces communs numériques. Et parmi celles qui ont notamment retenu notre attention, le GIP. GIP dont la présentation a été très bien faite par Monsieur Tunon-Delara. Je le remercie pour le gain de temps. Je vais éviter de répéter ce qui a déjà été dit, si ce n'est que oui, c'est une structure qui a été créée essentiellement pour de la mutualisation à des fins de poursuite d'objectifs d'intérêt général, donc initialement dans le secteur de la recherche, mais qui a depuis 2011 été étendue à tous les secteurs d'activité. C'est assez intéressant de noter ce lien fort entre la recherche et les GIP, puisque les communs numériques qu'on peut rapidement définir, il n'y a pas de définition fixe, mais qu'on peut rapidement définir comme des ressources produites et gérées collectivement par une communauté selon des règles de gouvernance qu'elle se fixe elle-même. Donc ces communs numériques sont aussi sont intrinsèquement liés à la recherche, puisque les premiers communs numériques que sont dirons-nous, Internet déjà d'une part, le protocole Internet et les logiciels libres d'autre part, sont issus de chercheurs et produits pour et par des activités de recherche. Donc il y a un lien fort entre la recherche, les communs et les GIP. Donc c'est ce qui a retenu notre attention déjà, cette philosophie relativement commune, mais également dans la façon dont sont gérés les GIP, cette facilité de création par le dépôt d'une convention constitutive,
qui laisse une grande place à la liberté dans la rédaction des statuts, mais également la poursuite d'un but non lucratif qui est souvent propice au développement de communs. Le but du commun étant plus le partage que de générer des bénéfices au profit de ces bénéficiaires. Donc, on a retenu cette structure-là qu'on a décidé de creuser à la fois sur un plan théorique très juridique, mais aussi sur un plan beaucoup plus pratique, en initiant une démarche que va représenter Thomas. Oui, dire une partie, du coup, je te laisserai effectivement compléter. Mais peut-être du coup un mot suite aux propos que vient de tenir du coup Vincent ici, en portant, comme je le disais tout à l'heure, un peu la voix de la NCT au cours de ce séminaire. Nous, on s'est intéressé quelque part, et l'intérêt pour la NCT sur le GIP vient effectivement de ce désir, ou via la démarche quelque part de commun, et notamment de commun numérique en ce qui nous concerne au programme Société numérique de la NCT. Et typiquement, en essayant du coup avec la démarche de répondre aux questions tout autour des communs, c'est-à-dire comment faire ensemble, comment décider aussi ensemble. Donc là, on parlait, et Vincent en parlait aussi tout à l'heure, de communs qui se constituent autour de gouvernances qui sont partagées, gouvernances d'acteurs hétérogènes du coup partagées. Et nous, la NCT, du coup, on est... c'est extrêmement important pour nous d'avoir ces éléments-là. Nous, on a quelque part une position, la manière du coup de faire des politiques publiques nationales ici, où on souhaite en tout cas incarner du coup un État qui soit pas prescripteur pour le coup, notamment vis-à-vis des collectivités territoriales, mais plus accompagnateur pour le coup. Donc il y a un vrai enjeu pour nous de pouvoir s'inscrire du coup dans une gouvernance qui est partagée, donc avec une mutualisation des besoins et des ressources. Et donc avec cette démarche-là, cette vision et cette volonté-là forte qu'on a de travailler dans ce cadre-là, se poser du coup la question de la structure juridique qui vient supporter en fait cette démarche et cette vision-là ici. Et donc effectivement, le GIP, c'est la première structure juridique à laquelle on s'est intéressé dans le cadre du travail qu'on a effectué avec Inocup. Donc vraie structure du coup. Alors il y a des mots effectivement clés qu'on va entendre plusieurs fois, je crois, dans l'après-midi. Mais effectivement, structure clé du coup de mutualisation, à la fois du coup en termes de besoins, en termes de ressources. Mutualisation, j'ai envie de dire aussi en termes d'intelligence. Je parle là par exemple dans le cadre de la NCT d'intelligence territoriale en fait, avec une mise en commun des réflexions et des démarches d'acteurs locaux. Dans ce cadre-là, on a un enjeu aussi qu'on retrouve souvent dans nos démarches, dans les sujets qu'on traite à la NCT, c'est le sujet et l'enjeu un peu du passage à l'échelle de services publics numériques, par exemple. Très concrètement, un service numérique public qui peut être déployé dans une collectivité, dans une commune ou au sein d'un département, peut potentiellement en fait servir une autre commune, un autre département qui est confronté en fait à un même besoin, potentiellement à un même public aussi derrière, parce que derrière finalement elles ont des démarches et des finalités assez proches. Et donc, ce qui peut effectivement servir à l'un peut servir à l'autre derrière. Donc là, on retrouve effectivement cet intérêt de mutualiser encore une fois les démarches et les ressources, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et donc, la démarche de commun, en l'occurrence ici de commun numérique, prend tout son sens. J'ai moi en tête un petit exemple de ce point de vue-là de commun numérique dont nous on fait partie aussi à la NCT, qui est Rendez-vous Solidarité, donc avec lequel on a une gouvernance d'un outil qui est partagé avec des conseils départementaux. Et Rendez-vous Solidarité, c'est un outil qui vise à réduire l'absentéisme sur les rendez-vous, notamment des services sociaux, en fait, des conseils départementaux qui identifient un absentéisme assez fort. Et donc, il y a une démarche et un besoin quelque part qui était présent chez différentes collectivités, et donc des démarches et des solutions qu'on a pu mettre en place du coup ensemble et collectivement ici.
Donc voilà, je parlais effectivement de l'enjeu et du fait que cette démarche de commun, de mutualisation, de coopération se retrouve très bien du coup dans les démarches avec les collectivités. Le parallèle, il peut clairement bien sûr être fait du coup avec les universités. On retrouve du coup cette structure avec cette dimension territoriale très forte. Des finalités du coup qui peuvent clairement être partagées là aussi. Donc quelque part, on a les ingrédients, enfin, j'allais dire un petit peu de base à l'émergence de telles démarches qui sont bien présentes ici et dont il convient effectivement de les supporter de manière à minima du coup sur les structurations juridiques dont Vincent va préciser un peu des éléments tout à l'heure. Mais voilà, donc on avait, il y a pour la NCT l'autre point aussi que j'ai noté et que je voulais vous partager ici pour donner un peu la voix aussi de l'établissement public d'État que nous sommes, c'est qu'elle s'inscrit et le GIP quelque part il s'inscrit aussi plus largement dans des réflexions qu'on a sur la forme que peut prendre la pérennisation de l'innovation publique en fait. Et toujours en fait avec cette approche de co-construction, de construction en tout cas partenariale qu'on peut avoir, et c'est comment du coup est-ce qu'on peut effectivement innover en fait dans le domaine public et innover pas tout seul dans son coin, mais innover du coup avec l'ensemble des parties prenantes et collectivement dans ce cadre-là. Donc pour nous, le GIP il représente aussi cet élément-là. On a en ce sens du coup expérimenté la forme coopérative avec la SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif, qu'on a expérimenté donc avec sous la forme du coup effectivement de la coopérative, en créant la première SIC dans laquelle l'État a pris des parts. Donc c'est ni plus ni moins que la MEDNUM, la Société coopérative des acteurs de la médiation numérique, et qui est aujourd'hui coopérative qui a plus de 120 sociétaires. Voilà, donc ça s'ancre, cette volonté quelque part de démarche de coopération, elle s'ancre aussi de manière très concrète dans les démarches qu'on peut avoir. Et puis le GIP, de manière, enfin depuis plus longtemps aussi, dans la souplesse de gestion qui a été évoquée, la diversité de nature des membres qui peuvent être composés du coup le GIP, permet, tout en étant soumis du coup à des contrôles rigoureux qui peuvent être faits notamment en termes de transparence, etc., incarne du coup pour nous finalement assez parfaitement cette démarche-là, cette démarche encore une fois de conception, de faire ensemble. Donc on a là aussi très concrètement récemment œuvré pour la création du coup d'un GIP du coup qui est assez récent. Là je donne un exemple du coup, je vais en donner deux petits autres du coup aussi, mais la création du GIP France Tiers-Lieux, dont la convention constitutive est entrée en vigueur du coup en septembre 2022, donc c'est très récent, et donc là encore du coup l'État est un des membres fondateurs du coup de ce GIP à travers la NCT. On parlait de PIX tout à l'heure et je vois Benjamin du coup au fond de la salle aussi, donc de la même manière, et je laisserai du coup son directeur du coup vous en parler plus amplement, mais du coup on est aussi présent à la NCT autour de la table de ce GIP là, et également du coup la participation qu'on a aussi avec le GIP ASIMA qui est la démarche du coup cybermalveillance, avec lequel du coup on a une convention de partenariat. Bref, du coup, je conclue effectivement ici en disant que quelque part pour nous, cette vision aussi du GIP pour la NCT, c'est aussi une manière de dépasser aussi la fragmentation de l'action publique qu'on peut parfois avoir et le phénomène un peu d'agenciation avec des actions qui pourraient être parfois trop sectorielles et où là, en fait, finalement, la structure juridique telle que le GIP de par le regroupement en fait de son pilotage par plusieurs membres et par plusieurs administrations, du coup permet de se prémunir notamment de ce fonctionnement un petit peu parfois en silo ou des dérives un petit peu en silo qu'on peut avoir et qui permet du coup d'avoir une approche beaucoup plus globale. Bref, voilà, donc je vais m'arrêter là du coup pour moi pour les jeux loges quelque part du GIP, notamment au sein des politiques publiques et notamment en intégrant les politiques publiques locales via les collectivités, pour laisser du coup Vincent compléter sur notamment le travail qu'on a pu faire, notamment avec la MU qui a participé à notre atelier. Merci. Merci. Merci déjà pour
belle présentation. Et comme on l'a rapidement explicité tout à l'heure, l'enjeu, c'était pas seulement de se dire on a identifié le GIP comme une structure pertinente pour porter des communs numériques auxquels prendrait part l'acteur public, notamment les collectivités territoriales, mais c'était surtout de fournir les outils nécessaires pour créer des GIP pertinents. Cette démarche d'outillage à la constitution et au portage de communs numériques, c'est quelque chose qu'on porte Innocube et la NCT depuis, je le disais, presque 5 ans. On a commencé par développer un tutoriel pour faciliter la création de communs numériques. On a augmenté toute une liste de recommandations à destination spécifiquement des acteurs publics. On a également plus récemment travaillé sur un closier qui permet d'adapter les cahiers des charges administratives générales de marché public, un peu sur le modèle de ce qui a été fait pour forcer ou encourager la production de logiciels libres. On essaie de répliquer ce mécanisme pour encourager le développement de communs numériques via les marchés publics. Donc il y a vraiment cette démarche de montrer l'intérêt de la structure ou de tel ou tel mode de fonctionnement, mais surtout d'outiller vraiment très concrètement les acteurs publics qui souhaiteraient se lancer dans cette démarche-là. Et donc là, pour le cas présent, de simplifier le plus facilement possible, de guider le plus possible la rédaction de la convention constitutive d'un GIP destiné à apporter un commun numérique. Pour ce faire, donc, on a pu avoir une approche d'abord très, très théorique, recherche sur le fonctionnement juridique dans l'absolu d'un GIP, mais on s'est aussi rapproché très vite d'acteurs qui portent des GIP depuis longtemps. Nous avons certains représentants au fond de la salle. Donc ça s'est matérialisé par une série d'entretiens individuels avec ces porteurs de GIP, dont notamment Pix, la CIMA également. Et ensuite d'un temps d'atelier sur une demi-journée avec différents acteurs impliqués déjà dans des GIP, avec cette volonté de développer des communs numériques en leur sein, dans un but premièrement d'identifier les problématiques qui ont été rencontrées, que ce soit dans la constitution du GIP dans l'absolu ou dans l'orientation d'un GIP à des fins de production et de portage de communs numériques, et aussi de commencer à amorcer des solutions. Et donc je vous propose, là, pour le temps qui me reste, de revenir sur les principaux points qu'on a mis en exergue dans les points de vigilance à avoir dans la rédaction d'une convention constitutive d'un GIP destiné à porter des communs numériques. Le premier point est lié à ce que je disais en introduction. Il n'y a pas de définition vraiment très unanime, en tout cas, de ce que sont les communs numériques. Et donc ça paraît dans un premier temps être intéressant de poser dans la convention constitutive une définition des communs numériques dans l'absolu, dans l'objet du GIP. À la NCT, je ne fais pas partie de la NCT, mais avec Innocube, on porte une définition des communs numériques que je vous ai exposé tout à l'heure, qui peut servir de base de discussion, qui semble adaptée au contexte de communs portés par l'acteur public. Mais dans tous les cas, ça paraît important de se mettre d'accord entre parties prenantes au lancement du GIP sur ce qu'on entend par le commun numérique, et ensuite à un niveau plus micro, le commun qu'on souhaite produire au sein du GIP. C'est une question qui va être intéressante puisqu'elle va permettre de mettre en exergue deux potentielles problématiques suivantes. La première, c'est de voir comment les mécanismes de prise de décision vont se mettre en place entre les différents acteurs, et la discussion autour de cette définition du commun qu'on souhaite produire va déjà permettre de voir les rapports de force qui se mettent en place entre les différentes parties prenantes et vont pouvoir permettre de développer des mécanismes juridiques ensuite qu'on va inscrire dans la convention constitutive pour pallier d'éventuels déséquilibres, ou du moins pour assurer le respect de la parole de chacun au sein du GIP, ce qui semble important dans une structure qui est vouée à la mutualisation et à la production de ressources d'intérêt général. Ça, c'était le premier enjeu, et donc, la première problématique peut être soulevée. La deuxième, ça va permettre peut-être aussi de souligner un manque d'acculturation, alors pas forcément des représentants des institutions qui vont participer à la création du GIP, mais plus globalement, il y a encore un manque de connaissance de ce que sont les communs numériques de la part de l'acteur public. Il y a une différence de fonctionnement entre un mode très agile, entre guillemets, de production des communs numériques et une certaine lourdeur administrative. C'est des modes de fonctionnement, des logiques qui sont très différentes. Et donc ça va permettre de souligner ce point-là. Et c'est notamment ce qui est ressorti des ateliers, c'est qu'il y a un besoin général d'acculturation encore aux communs numériques au sein des différentes institutions. Et donc la discussion autour des communs numériques va permettre d'établir où se situent toutes les parties prenantes sur cette question-là.
Ensuite, ce qu'on a pu identifier, c'est que le GIP, même si c'est une structure qui est relativement facile à mettre en place, ça a été présenté par les différents acteurs qui y sont impliqués comme l'équivalent de l'association loi 1901 pour les acteurs publics. Ça demande quand même une certaine expertise juridique, mais aussi économique, comptable, qui n'est pas forcément facile à trouver. Et donc, ce sera intéressant de consacrer dans la convention collective que les parties prenantes qui disposeraient de cette compétence puissent la valoriser en tant qu'apport en nature au sein du GIP, puisque chaque partie prenante peut apporter en nature ou en numéraire pour la constitution du GIP. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important, de valoriser cette compétence-là qui semble rare au sein des différentes institutions avec qui on a pu échanger. Enfin, donc, et ça rejoint ce que j'expliquais tout à l'heure, le GIP laisse une grande liberté dans la rédaction des statuts, mais le corollaire, c'est qu'il y a très peu de choses qui sont obligatoires, et notamment le respect du principe démocratique, donc le fait que chaque personne dispose d'une voix au sein du processus décisionnel, au sein de l'Assemblée générale, n'est pas sacralisé dans les GIP comme il peut l'être au sein des coopératives, et donc ça paraît un point important quand on souhaite porter un commun numérique qui a cet enjeu de gouvernance démocratique, de préciser, de consacrer ce respect du principe démocratique au sein des statuts. Et de façon plus générale, il est important de préciser un certain nombre de points dans les statuts, dans la convention constitutive, en gardant à l'esprit que c'est assez lourd de modifier une convention constitutive, parce que, notamment pour des GIP de portée nationale, ça doit être validé au niveau étatique. La publication doit se faire après aval de l'État. Et donc, il faudra, au moment de la rédaction de cette convention constitutive, décider des points qui sont vraiment essentiels à y faire figurer et donc très peu susceptibles d'évolution, et de ceux qu'on pense devoir faire évoluer pour correspondre, pour matcher avec la logique évolutive du commun. Et donc, dans ce cas-là, il peut être pertinent de dissocier ces points vraiment essentiels dans la convention constitutive qu'on ne va peu retoucher, et d'établir en parallèle un règlement intérieur qui aura une portée normative un peu moindre, mais qui sera plus facile de faire évoluer. Et enfin, le dernier point qui a été mis en lumière, c'est l'importance d'impliquer le plus possible la communauté dans son ensemble, mais aussi de s'assurer du respect des valeurs portées par les projets de commun numérique, en créant peut-être en parallèle de la dichotomie classique Assemblée générale, Conseil d'administration, un comité technique qui sera vraiment garant de la façon dont est produit techniquement le commun numérique. Donc c'est un retour très rapide d'un travail qu'on a mené sur presque 6 mois, je crois, qui a donné lieu à publication de 3 billets sur le site du labo. Si vous êtes intéressé par la démarche pour en avoir plus de détails, je ne peux que vous encourager à aller lire ces 3 billets. Et je pense qu'on a aussi un temps de questions-réponses qui sont prévus si vous avez dans l'immédiat des questions. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc, tout de suite, on s'interroge, finalement, on serait un commun numérique. Est-ce qu'on peut se considérer ce que l'on fabrique comme un commun numérique? C'est peut-être des réactions dans la salle par rapport à cette comparaison avec la mise en place au sein des collectivités territoriales, et ce qu'on a vécu pour certains au cours de toute l'histoire des JPAMU. On peut oser poser la première question. Alors moi j'avais une question, tant pis. C'est sûr, ce qui peut paraître, ce qui m'étonne encore, concernant l'AMU, et concernant Renater aussi, concernant certains GIP qui finalement ont été créés dans une logique d'administration de mission, et vous en citez quelques-unes. Créer un commun numérique, ça a l'air très précis. Il faut définir le commun, les acteurs, le domaine, le contexte. Donc il y a une logique de mission, et donc on serait dans une structure qui serait en capacité de faire une administration de mission. Du coup, quid de la durée? Parce que ça veut dire que la mission, selon vous, de votre connaissance, elle a évolué, ou en fait on a profité de l'expertise née sur une mission, on a grandi le périmètre? Vous avez parlé d'évolution. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question sur cette évolution et ce périmètre, et surtout sur la durée en fait des GIP que vous avez rencontrés?
C'est une assez bonne question. Ouais, je savais ça. C'est vrai que le fonctionnement à mission, ça peut à la fois être très, très pertinent pour le portage de communs, et dans le même temps, on voit que les communs numériques, c'est à la fois ça désigne à la fois la ressource, mais aussi à la fois le mode de production de cette ressource-là. Donc à la fois, ça correspond à ce temps court de comment on crée tout le dispositif qui va permettre de porter la production de cette ressource-là, en ménageant toujours le possible désengagement de l'acteur public qui va en être à l'origine, puisque ça semble important pour le bon fonctionnement du commun d'être capable d'être autonome de chacun de ses membres. Et donc dans ce cas-là, le fonctionnement à mission semble assez pertinent. Et dans le même temps, c'est une ressource qui sont en général, enfin c'est des modes de fonctionnement qui sont adoptés pour créer des ressources qui s'inscrivent dans le temps long et qui perdurent. Et donc on a vu des GIP qui étaient des gens qui cherchaient à mobiliser le GIP pour développer un commun numérique, et qui là avaient peut-être une vision plutôt à court terme avec cette logique de mission. Et dans le même temps, dans les GIP qu'on a pu interroger, il y en a qui sont là depuis quelques années, quelques dizaines d'années, voire même certains 30 ans pour le coup, avec pas forcément cette idée de créer du commun numérique, mais dans les faits, sans s'en rendre compte. C'est un peu ce que fait l'AMUE, sans s'en rendre compte, mais sans avoir cette volonté marquée de produire quelque chose désigné comme du commun numérique. C'est ce que fait l'AMUE, c'est ce que fait Renater, etc. Donc en fait, je ne sais pas si je réponds précisément à votre question, mais il y a les deux approches me paraissent adaptées. Oui, et peut-être, pour compléter très, très rapidement, je pense que il y aura d'autres porteurs de GIP aussi autour de cette table qui pourront parler aussi sur cette partie un peu évolution, etc. Je pense encore, ça a été déjà mentionné du coup, mais je pense effectivement à Pix, où du coup, il y a quelque part ce GIP et les missions du coup qui sont autour de ce GIP là n'ont fait que se développer et grandir en fait, et de manière avec une croissance, j'allais dire, assez exponentielle pour le coup. Donc je n'associerai pas, en tout cas dans un premier temps, cette structure-là ou cette structuration-là du coup à des limites dans le temps et dans la progression aussi, de la mission effectivement initialement posée, et de tout le développement en fait qu'il peut y avoir à côté, et qui peut se faire du coup à très grande vitesse par ailleurs. D'accord. Je vais vous passer le micro, si vous pouviez vous présenter à l'Assemblée. Oui, bonjour, Catherine Thibault, ministère de l'Enseignement supérieur, mission expertise et conseil à la DGCIP. Alors moi j'accompagne des établissements qui sont par exemple lauréats de fonds de transformation de FITN, de FTAP. Et donc je suis très intéressée et agréablement surprise de voir comment l'Agence nationale de la cohésion territoriale peut justement à l'échelle du territoire vraiment déployer ça. Et je ne sais pas si c'est vraiment une question, c'est aussi une remarque. Je me dis quelle est finalement la relation que vous avez avec la DITP qui gère ces fonds, finalement qui finance, qui essaye d'accompagner, et comment est-ce que finalement des personnes, enfin des établissements, des structures qui sont lauréates peuvent avoir connaissance, peuvent être accompagnées peut-être, voilà. Oui, merci pour la remarque et question de deux en un. Oui, donc effectivement, on a un partenaire un peu d'écosystème. Là, il y a la DITP effectivement qui a été citée, la DINUM aussi, avec qui on travaille également. Après, nous, effectivement, on a cette spécificité de travailler de manière très étroite avec les collectivités territoriales. On a plus spécifiquement d'ailleurs créé du coup depuis 2 ans à peu près l'incubateur des territoires qui justement a vocation en fait à concevoir avec les collectivités des nouveaux services numériques, des nouveaux services numériques publics et qui s'inscrivent en fait dans cette démarche-là, et donc notamment avec les différents volets du plan de relance. On a eu pas mal de fonds quelque part. Il y a eu 30 millions, je crois, d'euros pour l'incubateur des territoires qui ont été
mobilisé pour accentuer et accélérer un peu cette démarche de conception et de co-conception quelque part aussi ici. Et puis, en tout cas, je peux pas mieux dire, on va dire, que de pouvoir orienter, de parler du coup de ces acteurs locaux, du coup, de parler de la NCT, effectivement, de l'incubateur des territoires notamment. Et voilà. Après, nous, on est dans tout ce qu'on entreprend, dans les dispositifs qu'on met en place, dans les appels à manifestation, etc., etc. On met en fait une sorte de cahier des charges quelque part qui est favorable à l'émergence en fait, à cette idée de faire du commun en fait. Typiquement dans les outils numériques, etc. Voilà, il y a des éléments ou des projets qu'on accompagne, des projets locaux parfois qu'on accompagne, et dont on exige quelque part le fait que ça repose sur voilà, des notions du libre, de l'ouvert, que le code source du coup soit ouvert effectivement également, pour que ça puisse être repris, enfin bref. Donc il y a et ça, quelque part, cette démarche-là, avec ces exigences-là combinées, permettent derrière, ou en tout cas de notre point de vue, du coup, sont des éléments assez favorables à l'émergence de communs. Et encore une fois, enfin, on parle beaucoup effectivement là de communs, on se rend compte effectivement de la pertinence de faire ensemble, encore une fois, pour mobiliser une intelligence collective, finalement. Et par ailleurs, au-delà de cet intérêt-là, il y a aussi clairement, enfin, il faut se le dire du coup, un intérêt aussi économique, pouvoir du coup avoir cette démarche de mutualisation-là. Voilà, et c'est bien un petit peu l'adage de on est plus fort ensemble quelque part. Donc voilà. Et puis ça permet aussi, je rajouterai un petit élément du coup sur l'aspect commun numérique, c'est-à-dire que pour nous aussi à la NCT, on met en avant cette démarche-là aussi parce qu'elle nous semble importante en termes de souveraineté, et notamment du coup ici en termes de souveraineté numérique. Souveraineté, j'entends ici par la notion de garder quelque part de la maîtrise et du pouvoir d'agir du coup sur les outils de service public en fait. Là où, en tout cas, ça contribue, on va dire, à prémunir d'une dépendance qui pourrait se créer avec une offre d'un opérateur privé qui peut être proposée parfois du coup effectivement très rapidement, clairement, etc., mais souvent très onéreuse, et dans laquelle finalement on a parfois des éléments qui sont mis en place avec des algorithmes qui nous semblent en fait assez opaques sur la manière du coup dont les données sont utilisées derrière, etc. Ça peut être le cas aussi. Alors que là du coup ça permet d'avoir effectivement dans cette démarche aussi de gouvernance partagée, de pouvoir savoir exactement ce qu'on fait, on garde la main quelque part. Il y a cette idée aussi de pouvoir garder la main. Et c'est intéressant en tant qu'acteur aussi public dans la démarche de conception des politiques publiques, de garder aussi en tête cet élément-là. Donc, pas faire seul, certes, mais du coup de pouvoir garder la main aussi sur les services publics qu'on délivre, ça nous semble aussi important. Stéphane ? Oui, j'avais une question concernant les enjeux de gouvernance démocratique, ce dont vous avez parlé. Et donc, effectivement, vous avez parlé du respect des valeurs portées par la structure GIP. Vous avez indiqué qu'effectivement, il y avait deux instances naturelles qui sont le conseil d'administration et l'assemblée générale. Et puis, parfois, la volonté de créer un comité à côté pour effectivement s'assurer qu'en matière de commun, ces valeurs étaient bien respectées. Est-ce que, par rapport à la répartition qui est prévue par la Convention constitutive ou qui est issue du fonctionnement du GIP, entre le conseil d'administration et l'AG, est-ce que vous avez mesuré en fait un indice de respect de la démocratie plus ou moins important selon les attributions du CA ou que ce soit au CA ou à l'Assemblée générale? Est-ce qu'il y a une typologie en fait pour ne pas être sûr, mais au moins garantir effectivement le respect de la démocratie interne au sein du GIP? C'est une question un peu, pas piège, mais je vais devoir y apporter une réponse de Normand. Ça dépend vraiment du GIP, ça va dépendre de la communauté. Et c'est l'intérêt d'avoir cette liberté statutaire que de pouvoir adapter vraiment sur mesure les dispositions de la Convention constitutive au fonctionnement interne, puisque les enjeux en termes de respect du principe démocratique, mais aussi de bon fonctionnement, parce que effectivement, on peut pas faire prendre toutes les décisions de fonctionnement d'un GIP par son assemblée générale. Ce serait trop long, ça devient vite très inopérant. On tombe
dans une sorte de paralysie. Dans le même temps, il faut ménager la voix de chaque partie prenante, c'est ce que je disais. Mais donc c'est là où il va y avoir cette première phase vraiment d'expérimentation que permet le GIP et que prône l'organisation de communs numériques, de voir comment les arrangements institutionnels vont se faire entre les différentes parties prenantes dans un premier temps, et de voir comment on consacre ce fonctionnement ou comment on essaye d'y répondre juridiquement pour éviter un déséquilibre et un non-respect de cette démocratie. Et donc on va avoir des groupements. Alors j'ai pas d'exemple précis de GIP pour la question, mais dans d'autres formes d'organisations porteuses de commun, on va en avoir qui vont vraiment essayer de tout prendre, de prendre toutes les décisions de façon la plus horizontale possible, de fonctionner uniquement en assemblée générale, parce que c'est un petit nombre avec un projet assez circonscrit et un attachement fort à ce projet-là, et donc tout le monde arrive à aller dans le même sens. Très vite, quand on commence à augmenter la communauté ou qu'on commence à augmenter les enjeux individuels de chaque partie prenante pour le développement de la ressource, ça devient plus compliqué. Et donc là, il faut réussir à trouver le bon équilibre entre ce qui va relever de l'Assemblée générale, donc du principe démocratique, et ce qui va relever d'une prise de décision plus rapide par un conseil d'administration. Et dans le même temps, les modalités d'élection et les modalités de composition du conseil d'administration vont également permettre de transposer ce principe démocratique dans une certaine mesure. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup d'être venu témoigner. On se reverra sans nul doute. Hein. N'hésitez pas.